Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé sur le podcast, mais qui commence à se développer de plus en plus en B2B, même si c'était déjà quelque chose qui était très exploité en B2C, c'est l'influence. Voir comment l'influence peut t'aider à développer ton activité et faire partie de ta stratégie marketing en B2B. Pour parler de ce sujet-là, on est aujourd'hui avec Julie Farley, qui est International Lead EMEA pour SEMrush et qui justement va nous expliquer comment elle utilise ce levier. Cet épisode est issu d'une masterclass de la communauté du Café du Market et je te propose de le découvrir tout de suite. Bon épisode. Ce que je te propose du coup, Julie, pour commencer, c'est que alors l'idée d'aujourd'hui, c'est que enfin on avait parlé un petit peu dans la communauté, il y avait eu quelques questions autour de l'influence et comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier-là en B2B, parce que c'est vrai que c'est très répandu en B2C, un peu moins en B2B, même si ça commence à arriver. Et c'est aussi plus répandu, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous, encore pour l'instant. Donc l'idée, c'est qu'on puisse brosser un petit peu le sujet. Chez SEMrush, c'est quelque chose que vous utilisez Ouais. et que tu as développé. Donc l'idée, c'est qu'on puisse voir un petit peu toi comment tu approches ce sujet-là, dans quel contexte tu l'utilises et comment est-ce que tu le mesures aussi. Donc ce que je te propose peut-être juste en introduction, c'est que tu puisses rapidement déjà te présenter et puis après on pourra dérouler. OK, super. Bah, si jamais, bonjour tout le monde. Je suis Julie Farley, directrice de marketing chez SEMrush. Je suis en ce moment responsable de la stratégie de la marque, surtout en Europe, donc sur les plus grands marchés d'Europe, mais aussi tout ce qui est EMEA, non, ce qu'on dit, donc la partie aussi un petit peu d'Asie et d'Afrique. Normalement, ça va faire un an. En fait, dans une semaine, ça va faire un an que j'ai fait mes débuts chez SEMrush. Mais normalement, mon bagage professionnel, on peut dire qu'il accumule dans des agences. Donc, j'ai travaillé au niveau de l'agence et au niveau des clients finaux. Et j'ai fait aussi du B2C et B2B. Donc, si jamais on peut mentionner des marques comme Domestika, qui c'est une plateforme de cours en ligne, j'ai travaillé aussi toute la partie promotion des cours sur cette plateforme. Et pour un autre côté, je suis aussi en freelance pour des différentes boîtes. Donc, du coup, j'ai travaillé sur des entités publiques en Espagne, donc où je suis basée, et aussi au Canada, puisque je suis canadienne. Donc, j'ai plusieurs clients qui sont basés au Québec. Ok, très cool. Du coup, je le disais, l'idée c'est qu'on puisse parler d'influence. Oui. Le premier, j'ai envie de dire pourquoi, c'est un peu la première question sur laquelle on va commencer. C'est comment est-ce que ça s'inclut dans la stratégie marketing? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de miser sur l'influence et à quels enjeux ça répond? Ouais, donc si jamais, je vais peut-être commencer avec les enjeux. Ouais. Parce que du coup, moi, c'est pas que moi, mais lorsqu'on développe une marque aussi grande comme SEMrush, il y a bien sûr une stratégie de pénétration dans les marchés. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est il faut trouver tout d'abord une façon de se démarquer, dans un paysage assez saturé, de pénétrer ces nouveaux marchés et d'étendre aussi un petit peu nos expertises dans notre cas en même temps qu'évolue notre plateforme. Donc, du coup, si vous connaissez SEMrush est très connu pour sa plateforme SEO, pour tous les outils SEO et sa boîte à outils SEO. Par contre, si vous avez vu un peu l'évolution de la plateforme, on n'est plus qu'un outil SEO. Et du coup, on est un peu dans un changement de positionnement
ou est-ce qu'on veut aussi démontrer notre expertise dans d'autres piliers marketing, comme le marketing de contenu, marketing d'influence, les réseaux sociaux, grosse marketing et PPC. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu les enjeux qu'on avait. Du coup, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut inclure la stratégie influence. C'était une des réponses qu'on avait à ces enjeux. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est en tant qu'entreprise B2B centrée sur le SEO, on s'est beaucoup basé sur l'idée de partenariat. Donc, je vais aussi parler beaucoup, quand on va parler d'influence aujourd'hui, je vais aussi parler un peu de cette nouvelle tendance parce qu'on va parler de thought leadership, on va aussi parler d'influenceurs et on va aussi parler d'experts. Et j'aimerais bien différencier un peu les trois. Mais tout ce que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est juste pour vous expliquer que SEMrush, on est en train de faire aussi un changement de stratégie complète au niveau de notre acquisition. Et on va s'éloigner d'une stratégie d'acquisition de leads pour aller dans une stratégie plus de demand generation, ce qu'on appelle. Donc, du coup, la partie influence est très importante dans ce pilier parce que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille énormément la partie de top of the funnel, ce qu'on dit, de notre entonnoir de marketing. Et du coup, c'est qu'on va travailler énormément cette présence sur les différents canaux. Et ça, l'influence va entrer en jeu pour pouvoir nous permettre, en fait, de, toucher des audiences, des nouvelles audiences, et deux, va aussi nous permettre d'augmenter un peu notre réputation grâce à ces experts, thought leaders ou influenceurs. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais un peu la différence parce que chacun de ces trois profils vont nous amener, nous apporter certains critères qu'on va pouvoir utiliser dans notre stratégie. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que du coup, vous aviez des enjeux parce que le périmètre fonctionnel de la solution, il avait évolué. Du Ouais. coup, votre positionnement, il a un petit peu évolué. Donc, vous voulez aller chercher de nouvelles parts de marché sur de nouveaux segments d'audience et en fait, passer par des influenceurs, des thought leaders et ces types de relais-là, ça vous permet en fait d'aller diffuser ces nouveaux messages, ce nouveau positionnement auprès d'audiences que vous ne touchiez pas avant sur la partie pure SEO, quoi. C'est ça? Oui, et Est-ce que je aussi là, résume? bien sûr, et il faudrait peut-être mettre, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est aussi pour nous, c'est un peu une approche plus locale aussi. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de Ok. s'affilier avec des influenceurs, des experts de la communauté locale des marchés ou des régions où est-ce on veut s'étendre. Et du coup, c'est un peu, je pense que j'ai l'impression que c'est un peu controversé cette opinion parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il faut aller vraiment au global, faut vraiment se centrer sur le global. Et je suis complètement d'accord que si on n'a pas une communication globale forte, c'est très difficile de s'étendre sur des nouvelles régions. Par contre, nous, ce qu'on a vu en fait, c'est que là qu'on a une communication globale qui est très bien implémentée, les gens nous connaissent au niveau global. Par contre, on est connu comme une marque américaine des États-Unis. Et du coup, ce que nous, on voulait faire, c'est de dire non, c'est qu'on peut être votre partenaire français, allemand, justement sur ces différents besoins que vous avez dans votre stratégie marketing. Et du coup, c'est grâce à ces influenceurs experts et thought leaders qu'on va pouvoir aider justement à implémenter ce type de communication. Ouais, tu vois, ça, c'est vachement important ce que tu dis, parce que là, on en parlait dans un épisode de podcast avec Erwan Gauthier, qui est Oui, growth chez Folk, où lui, il me disait qu'effectivement, il utilisait l'influence pour tester des nouveaux marchés. oui, Tu vois, pour exactement. pénétrer de nouveaux marchés, où du coup, il disait, bah, en fait, voilà, si on veut aller cibler les marketeurs en Australie, bah, en fait, on va aller trouver un influenceur australien qui cible les marketeurs, on va pouvoir tester nos messages, et puis en fonction, ça permet d'identifier aussi quel marché, tu vois, potentiellement, ce sera Hmm. intéressant, sur lesquels c'est intéressant d'aller, quoi. Le Mais c'est ça, potentiel, en mais tout cas. en fait, c'est même pas juste les influenceurs quand on veut tester un nouveau marché. C'est nous, on utilise aussi peut-être des partenaires, une autre entreprise locale, par exemple. Donc, du coup, nous, on a fait beaucoup sur certains marchés où est-ce on a fait des événements avec une autre entreprise B2B qui a une audience complémentaire à la nôtre. Euh, et du coup, justement, ça nous permet d'accéder à une audience qu'on n'a peut-être pas encore touchée, qu'on n'a peut-être pas encore atteint. Et ça nous apporte un peu la réputation de cette personne ou de cette entreprise qui est déjà établie sur ces marchés. Ok, ouais, donc effectivement, ça permet de bien cibler l'approche en tout cas. Du coup, quand on parle d'influence, bon, il y a plusieurs façons d'en faire et toi, tu as aussi, différencié un petit peu les types d'influenceurs, on va dire, en tout cas, les types de partenaires. Vous avez fait des actions très originales, vous avez fait des choses aussi un petit peu plus classiques, on va dire, on pense au sponsoring de posts, des trucs comme ça, de Ouais. contenu, quoi, un peu classique. Est-ce que tu peux nous donner déjà des exemples concrets d'actions que vous avez menées? Oui, bien sûr, pour la partie un peu plus classique, bien sûr, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, par exemple. Donc, les régions, ce qui nous différencie un peu
de plusieurs autres marques et autres outils dans le SEO, c'est qu'on a une chaîne YouTube pour chaque région, en fait. Donc, on a notre chaîne globale en anglais, mais on a une chaîne SEMrush en français, on a une chaîne en italien, en portugais et en allemand, et en espagnol, pardon. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est la collaboration avec des experts et des influenceurs pour la création de contenu sur nos réseaux. Ce qui nous a aidé énormément, en fait, à atteindre aussi de nouvelles communautés. Donc, ce n'est pas seulement la partie expertise et la réputation, mais bien sûr, ça nous aide parce que ces personnes, après, bien sûr, dans notre partenariat, partagent et diffusent ces vidéos sur leur chaîne. Et du coup, ça nous a permis à atteindre nouvelles audiences et aussi de faire croître nos followers. Après, c'est vrai, bien sûr, on a fait tout ce qui est webinaire avec des experts, collaboration de posts, je pense que tu l'as déjà mentionné. On a fait aussi quelques événements avec des experts. Par contre, je dois dire, ce qui fonctionne très bien, en fait, c'est pas, quand on parle d'influence, c'est pas des relations one-shot. Ce qui fonctionne très bien, en fait, pour nous, c'est des partenariats à long terme. Donc, du coup, moi, quand on parle de ces personnes, par exemple, qui nous aident à créer du contenu sur les réseaux sociaux, on parle plus d'ambassadeurs, de marques, qui ont aussi, bien sûr, un rôle d'influenceur, un rôle expert dans la communauté, mais c'est pas que on te paye pour faire des posts, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est très clair que dans une stratégie de nos jours, surtout en B2B, c'est pas la meilleure façon. Ça, on peut en discuter au niveau de comment on mesure le succès et tout, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure façon. Quand on parle d'action originale, on en avait parlé, en fait. Nous, on a fait notre début dans la Linker House en novembre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Linker, c'est une agence d'influence pour les influenceurs LinkedIn en France qui ont organisé, en fait, un concours en ligne sponsorisé par une marque. Donc, du coup, dans la deuxième édition, c'est SEMrush qui a sponsorisé. Et du coup, c'était 12 créateurs de contenu, 12 influenceurs dans notre domaine. Donc, du coup, marketing, SEO, création de contenu sur LinkedIn, vidéo, etc., qui, en fait, étaient dans une maison ensemble et qui devaient s'affronter en ligne pour gagner un prix pour une association de leur choix. Et du coup, la façon de gagner des points, c'était de mentionner, de faire la promotion de la marque, de parler des outils de la marque en ligne. Et du coup, c'était un week-end de 4 jours, 3 nuits, 4 jours, qui, en fait, a généré plus de 2 millions d'impressions sur LinkedIn, plus de 18 000 engagements sur LinkedIn et plus de 110 mentions de la marque en 4 jours sur LinkedIn. Que pour nous, c'était un record. Donc, du coup, ça, c'était une action très différente parce que du coup, c'est LinkedIn qui s'est rempli de SEMrush, des couleurs orange SEMrush, et ça a vraiment fait énormément de bruit. Et c'est quelque chose qu'on a testé, qu'on a vraiment, vraiment aimé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va répliquer dans 3 autres régions cette année. Donc, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour faire vraiment un boost aux différents canaux et chaînes. Après, bien sûr, on peut entrer dans la partie un peu plus technique de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le format et tout. Mais si jamais je devais donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait répliquer ce format, c'est d'assurer d'amener le trafic à votre site. Donc, du coup, quand on fait beaucoup d'influence, on travaille sur les réseaux des créateurs de contenu, on travaille sur les réseaux des marques, mais ce qui est important, c'est de ramener vers nous pour pouvoir capturer, en fait, ces personnes. Et c'est quelque chose que nous, peut-être, dans la première édition, on n'a pas assez bien fait. C'est quelque chose qu'on a eu énormément d'interactions autour de la marque. Non, tout ce qui est brand awareness, c'était super. Mais après, ce qui était la partie plus de trafic vers le site web, trafic vers notre essai gratuit, c'était peut-être moins bien réussi que, voilà, que pour la deuxième édition, c'est ce qu'on va travailler. Ouais, mais après, je pense que tu l'as dit, enfin, c'est tout l'enjeu. Alors, je reprends ce que tu as dit déjà sur les partenariats à long terme. Et tu vois, alors, pour le coup, moi, je suis un petit peu des deux côtés, je pose des questions. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai un partenaire sur tout ce qui est Café du Market avec Pledzi. Et c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est depuis 2 ans. Enfin, depuis le début, c'est un petit jamais. Et du coup, je pense qu'effectivement, en B2B, contrairement, enfin, on vend pas des paires de chaussures, tu vois. Donc c'est sûr que tu peux effectivement en B2C peut-être être un peu plus direct sur la façon, sur l'achat. Mais c'est vrai qu'en B2B, c'est des cycles de vente qui sont longs. On n'a pas forcément besoin d'un outil tout de suite. En plus, tu as différents supports comme le podcast, par exemple, où effectivement, du coup, c'est aussi la répétition qui fait que le message y passe. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, d'être sur une relation long terme sur ces sujets-là, quoi. Et après, pardon, vas-y. je t'ai pour rajouter, Vas-y. en fait, c'est un peu, c'est comme les données qu'on a pour les annonces publicitaires. Vous savez que normalement, en B2B,
Je pense qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui disait qu'en moyenne, il fallait, si je ne me trompe pas, c'est entre 20 et 30 impacts publicitaires, donc que ce soit organique ou payant, pour pouvoir prendre une décision d'achat. Donc, c'est un petit peu la même chose. Si on fait qu'une action avec une personne et c'est un one-shot, après, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup mieux, en fait, de voir cette personne, peut-être pas 18 fois, mais bon, c'est de revoir ce message présenté de différentes manières, mais avec justement de la réputation d'experts qui accompagnent ce message. Bon. Ouais, c'est clair. Et puis après, de toute façon, c'est aussi, tu vois, dans l'enjeu, je pense, par rapport à ce que tu disais sur la Linker House, c'est que du coup, tu as fait beaucoup de brand awareness sur le week-end. C'est difficile de ramener les gens sur le site, mais en fait, c'est peut-être aussi des effets que tu vas avoir dans 3, 4, 5, 6 mois, que tu pourras pas lier directement à l'événement, mais c'est aussi dans les enjeux entre notoriété, lead gen, différents formats, en fait, peut-être d'influence Bien sûr, à utiliser en fonction de ce que tu recherches, quoi. bien sûr, on rentre complètement dans le dark social, non? Ce qu'on appelle Ouais. de nos jours. Donc, c'est tous ces impacts sur les réseaux c'est très difficile de mesurer leur impact direct sur les ventes, mais qui ont un impact, clairement, qui ont un impact sur la réputation de la marque et sur cette prise de décision des acheteurs. Donc, ouais. Ok, très cool. Bah, écoute, c'était pour donner un petit peu des exemples, en tout cas, de ce qui pouvait être fait. Mais si on rentre un peu plus concrètement, du coup, dans comment est-ce que tu procèdes, l'idée, c'est comment est-ce que tu construis une campagne d'influence. Donc, on a parlé un petit peu des enjeux au début, donc ça tout part de là, évidemment. Mais du coup, derrière, entre définir les objectifs, identifier les bons partenaires influenceurs, construire les actions, les contenus communs, comment est-ce que tu construis une campagne d'influence? Euh, donc, honnêtement, chaque campagne est différente. La façon de procéder aussi est très différente. Nous, on travaille beaucoup sur des tests. Donc, du coup, c'est très, très rare qu'on va lancer une campagne avec un très gros budget sans avoir testé, que ce soit A/B test ou simplement en faire un petit test sur un canal, par exemple. Euh, donc, du coup, normalement, ce qu'on fait, il y a souvent plus l'idée que la problématique qui arrive. Donc, du coup, nous, on a vu une idée et on veut explorer cette idée. Donc, on pose une hypothèse. Donc, quand on pose l'hypothèse, du coup, on va dire, OK, comment est-ce qu'on va atteindre cette hypothèse? Et tout part un peu au niveau scientifique. Donc, c'est l'hypothèse avec les résultats. Après, ce qui est très important, c'est définir les buts et les objectifs. Et la raison que je le dis, c'est surtout en B2B, nous, où est-ce qu'on travaille avec un cycle de vente qui est long, où est-ce qu'on travaille avec une équipe de vente, une équipe commerciale aussi qui peut être impactée. Avec un peu notre changement de stratégie vers une stratégie plus de demand generation, les stratégies d'influence doivent vraiment être mesurées jusqu'à la fin du funnel, jusqu'à la fin de notre entraîneur de conversion. Et ça, ce qui est très difficile. Donc, du coup, là, ce qu'on arrive, c'est même avant de lancer n'importe quelle campagne, on s'assure de pouvoir les mesurer dans Salesforce, dans ce cas-ci. Donc, on crée des campagnes avec des objets personnalisés. On crée une structure UTM pour pouvoir s'assurer, suivre, en fait, chaque élément de chaque campagne dans un peu notre flow qu'on a créé jusqu'à la fin. Et du coup, ce qui fait, c'est que lorsqu'on commence à lancer la campagne, bien sûr, on doit choisir nos créateurs. Souvent, quand on choisit des influenceurs, c'est là où est-ce que je dis qu'on fait un mix. Donc, on a des influenceurs purement influenceurs où est-ce qu'ils ont justement une communauté assez grande. Mais nous, on travaille énormément avec des micro-influenceurs parce que c'est des gens comme vous et comme moi qui ont justement une expertise, qui sont présents sur les réseaux, mais ils font partie déjà de la communauté marketing dans la région où on veut lancer la campagne. Et du coup, on préfère beaucoup travailler avec ce type de micro-influenceurs, nano-influenceurs, avec plusieurs, que de travailler avec Un un, gros. un macro-influenceur, exactement. Comment Donc, est-ce du que coup, tu les identifies? Pardon, si je te coupe, mais comment est-ce que tu les identifies, ces micro-influenceurs, du coup? Parce que, tu vois, je repense à LinkedIn, par exemple, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment encore en B2B de base de données d'influenceurs. Enfin, c'est difficile d'aller chercher les bonnes personnes. non, on utilise, bon, il y a plusieurs bases de données qu'on peut utiliser. Nous, on utilise notre propre application de BuzzGuru. Donc, on a une application sur SEMrush qui permet justement de filtrer par catégorie. Donc, ça l'aide, c'est un Cher. partenaire. Non, ça va. Mais après c'est vrai que c'est pas parfait. C'est beaucoup de travail manuel. Nous, on a une équipe qui nous aide justement à identifier. Et après, pour nous, c'est aussi normalement, les influenceurs qu'on inclut dans nos campagnes, c'est des influenceurs avec lesquels on a déjà eu des conversations. Donc, nous, on fait un travail continu de se mettre en relation avec des experts et des influenceurs du secteur. Toute notre équipe de community management, en fait, c'est ce qu'ils font. C'est pas que publier des posts, c'est pas que répondre aux commentaires, c'est de tisser des liens avec la communauté sur différents sujets. Donc, du coup, nous, par exemple, on peut déjà dire, en octobre prochain, on va lancer une campagne sur l'e-commerce.
on est déjà en train de faire de l'outreach pour des influenceurs pour commencer à parler et tisser des liens avec des gens qui travaillent sur l'e-commerce. Et du coup, ça peut être des gens qui sont strictement influenceurs, ça peut être des gens qui sont experts dans leur domaine, ou ça peut être aussi justement des gens qui pourraient parler de SEMrush lors d'interventions qui vont donner sur différentes conférences. Donc, c'est aussi une façon que SEMrush soit présent dans un contexte d'influence, parce que c'est des gens justement qui peuvent influencer la décision des acheteurs sur la plateforme. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est fait. Et après, là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est on est en train de tester des actions par industrie qui changent un petit peu d'une action typique. On va vendre la plateforme SEMrush, on va être sur, je sais pas, des salons tech, on va être... Non, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des industries qui pourraient être intéressantes pour SEMrush et on est en train de créer des campagnes avec des experts, thought leaders et influenceurs autour d'une pièce d'un contenu qu'on va produire sur cette industrie. Donc, SEMrush est très connu pour ses data studies, non, pour ses études. Et du coup, on pourrait imaginer une étude, par exemple, sur une industrie, je sais pas, les finances, retail, peu importe. Donc, c'est un peu l'idée. Et du coup, lorsqu'on choisit ces influenceurs, normalement, on met en place le tracking et on s'assure d'avoir un peu un roadmap de quand est-ce qu'on veut que la campagne soit mise en place. C'est aussi une erreur qu'on a fait auparavant, où est-ce non, c'est très facile de dire, on publie un post sur SEMrush et on va vous payer, etc. Et après, ce qui arrive, c'est que ça dilue trop l'activation dans le temps. Et ce qui fait que l'impact n'est pas assez grand et pas assez fort au moment où est-ce qu'on lance l'action. Alors, du coup, là, on doit être un peu plus strict sur les timings et non, les moments on doit faire chaque post, qu'on doit avoir chaque interaction, qu'on doit avoir un live, un webinaire pour accompagner justement ce type d'activation. Donc, du coup, tu définis les objectifs. Tu as dit tu prépares l'écosystème un petit peu de tracking, Salesforce, UTM, tu crées les liens avec les influenceurs, tu identifies en tout cas les bonnes personnes. Et du coup, après, sur le type d'action, c'est des contenus qui sont co-créés. Quelle marge de manœuvre, enfin, je veux dire, est-ce que tu leur mets à disposition des éléments de langage? Et puis après tout, le rôle de l'influenceur aussi, c'est du coup, il a l'habitude de créer du contenu dans certains formats pour son audience qu'ils aiment bien. Donc, je veux dire, il a cette expertise-là sur le type de contenu à créer, du coup. Dans quelle mesure tu pilotes ça et t'interagis avec eux sur cette partie-là? Ça dépend des campagnes. Si on parle d'une collaboration ou d'un partenaire avec un influenceur concret, l'influenceur a presque c'est complètement libre en fait. Nous, on est vraiment pas strict sur le sujet. Normalement, quand on choisit cet influenceur et on approche cet influenceur, c'est parce qu'on a déjà fait la décision de vouloir travailler avec cette personne pour son expertise et pour sa façon qu'il se communique sur les réseaux et aussi pour son audience. Par contre, si c'est une campagne, comme je mentionnais un petit peu avant, au sujet de, par exemple, une étude qu'on sort, là, on a souvent des supports qui pourraient aider à la promotion de l'étude. Donc, normalement, ce qu'on demande, c'est un certain lien, on a certaines infographies qu'on crée. Après, l'influenceur a complètement libre choix de comment il veut présenter cette information pour l'adapter à son audience. Par contre, souvent, il y a un élément qui est commun dans chacun des posts qu'on fait, justement, pour pouvoir faire plus de bruit, et que les gens commencent à reconnaître un peu. Par exemple, lorsqu'on a sorti notre étude sur les facteurs de classement, c'était la même chose. Les influenceurs, ils avaient un peu la même miniature qu'ils utilisaient pour faire la promotion de l'étude. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est que LinkedIn, tout d'un coup, ton feed de LinkedIn avait plusieurs fois la même étude qui sortait. Et les gens, du coup, ils disaient, c'est quoi cette étude? Et c'est là que ça clique, en fait. Donc, c'est un peu la même chose. C'est les impacts qu'on peut créer pour que finalement, quelqu'un arrive à télécharger cette étude dans ce cas-ci. Ok. Et donc forcément, j'allais dire, je vais revenir au but et à la question qui fâche, mais en même temps, si tu répètes l'expérience, c'est que tu en es convaincu. Est-ce que ça marche? Du coup, comment est-ce que tu mesures? Qu'est-ce que tu mesures? Tu nous as parlé d'engagement au début et puis d'essayer quand même de lier ça au business. Du coup, bon, si tu répètes, je pense que tu es convaincu que ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Et du coup, quels sont les indicateurs que tu observes du coup? Ouais, donc oui, ça marche, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux et moins mieux, selon un peu les différentes stratégies qu'on peut utiliser. Donc, je vais commencer par ce qui ne fonctionne pas très bien. Donc, ça, je l'ai déjà mentionné, mais les collaborations one-shot, à mon avis, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais, surtout dans du B2B. Les campagnes automatisées sur les plateformes d'influence. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou vous utilisez. Moi, j'en ai fait beaucoup dans du B2C. Je l'ai essayé un petit peu dans du B2B, pas avec SEMrush.
mais où est-ce que tu crées une campagne sur une plateforme d'influence automatisée, tu choisis des influenceurs sans parler avec ces influenceurs, sans les connaître, tu envoies, tu as un budget et eux, ils ont un post qu'ils créent et ils le publient. C'était très à la mode il y a peut-être 5-6 ans, mais de plus en plus, je vois que c'est quelque chose qui fonctionne moins bien. Mais aussi parce qu'on a beaucoup évolué dans la façon de mesurer le succès des influenceurs. Donc, avant, on parlait de followers, non? La personne avec le plus de followers, c'est ce qui est le plus intéressant. Non. Là, on va mesurer beaucoup plus on a beaucoup plus d'indicateurs qui peuvent nous aider, en fait, à prendre une décision sur le succès d'une campagne. Donc, on va parler d'engagement. On va aussi parler, lorsqu'on choisit les profils d'influenceurs, la fréquence qu'ils utilisent, non, sur les différentes plateformes. Et aussi, on peut détecter directement les bots. Donc, c'est quelque chose que là, de nos jours, on peut pas se permettre, en fait, de tricher l'influence au niveau des influenceurs. Donc, nous, les marques, on a beaucoup plus d'informations pour faire nos choix. Donc, ça, c'est un peu ce qui ne marche pas. Après, ce qui fonctionne, il y a énormément de trucs. Donc, les relations et partenariats de longue durée, donc c'est un peu ce que je disais avant. Non? Pour nous, on va toujours prioriser une relation à long terme. Bien sûr, tout doit se tester, tout doit être un essai, mais le plan doit être un plan à long terme. On doit penser justement à nos ambassadeurs, on doit penser à justement des créateurs de contenu qui représentent la marque. Il y a ce concept non, en anglais qu'on appelle Subject Expert Matter. Justement, c'est des experts qui ont déjà une identité dans la communauté du sujet et qui justement peuvent représenter une marque sans perdre leur identité. Et c'est quelque chose qu'en fait qui apporte énormément aux marques. Et je crois c'est quelque chose que peut-être on pourrait dire que c'est comme des ambassadeurs de marque, mais avec une réelle expertise sur le domaine. Donc, c'est des gens qui peuvent facilement justement gérer la chaîne YouTube, qui peuvent animer des webinaires une fois par mois, par semaine, peu importe la cadence que vous voulez utiliser. C'est des gens aussi qui peuvent vous représenter sur des événements d'industrie. Et c'est quelque chose que pour moi, c'est très important. Donc ça, pour moi, ça marche très bien. Il y a aussi, bien sûr, qu'est-ce qui marche? L'équilibre entre avoir des influenceurs et des experts thought leaders. Donc ça aussi, je pense que c'est très intéressant, c'est de bien jouer avec l'influenceur qui va nous aider à toucher des nouvelles audiences et les thought leaders qui va nous amener cette réputation. Donc, nous, par exemple, chez SEMrush, je pourrais donner un exemple. On vient tout juste de lancer notre solution Enterprise. Donc, du coup, on s'adresse à des grandes entreprises avec cette solution. Et du coup, notre stratégie, ce qu'on doit faire, c'est une stratégie up-market qu'on appelle. Non? Donc, du coup, on doit arrêter de s'adresser à des petites boîtes, à des TPE, PME et des business locales. Et on doit complètement changer la communication. Et là, on doit parler à des dirigeants. On doit parler à des directeurs de marketing de boîtes avec plus de 500 ou 1000 personnes, 1000 employés. Et c'est là où les experts, en fait, sont clés pour nous. Parce que c'est eux qui ont déjà ces relations, c'est eux qui ont déjà un peu l'expertise et c'est eux qui ont déjà la réputation dans le domaine pour pouvoir nous aider justement avec ces introductions. Voilà. Justement, il y a une question là qui va permettre aussi de creuser ça, mais est-ce que tu pourrais donner un exemple concret du coup d'un partenariat longue durée? Déjà, un exemple, avec qui, c'est quoi la durée, pour qu'on puisse mesurer un petit peu justement comment ça se concrétise une campagne, quoi. Ouais, c'est peut-être pas une campagne, mais nous, on travaille avec Dimitri Ajon sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est un des ambassadeurs SEMrush qu'on utilise. Dimitri, il est dirigeant d'une agence SEO, agence de référencement à Nantes, si je ne me trompe pas. Et du coup, nous, on aime beaucoup ce que Dimitri. Dimitri, en fait, il avait aussi en parallèle une chaîne TikTok qu'on a trouvée. Il donnait des astuces sur le référencement sur TikTok. Et nous, ce qu'on voulait, c'est justement percer dans les shorts sur YouTube. Parce qu'on n'avait pas créé de short sur YouTube. Et du coup, on a vu que c'était quelqu'un qui avait déjà l'expérience de la création de contenu, quelqu'un qui avait déjà une agence et du coup l'expertise dans le secteur et quelqu'un qui était intéressé à avoir un partenariat avec une marque comme nous. Et du coup, c'est avec lui, avec plusieurs conversations, on a établi un plan et du coup, et aussi des sujets. Dimitri, il est très, très bon à simplifier et vulgariser le SEO. Donc, c'est quelqu'un qui prend les sujets très techniques et qui les explique de manière que des débutants puissent comprendre. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à remonter notre chaîne YouTube qui avait été arrêtée, qui avait été un petit peu en stand-by pendant 1 ou 2 ans avant que je reprenne un peu la chaîne. Donc ça, c'était peut-être un exemple que vous pouvez voir directement. Du coup, avec Dimitri, on fait aussi des webinaires. Dimitri nous représente sur quelques événements
près de la région. Et c'est quelque chose qui pour nous, justement, remplit cette fonction de subject matter expert. Et c'est un peu Et ce qu'on recherche. et du coup, tu dis, ils créent des shorts pour votre chaîne YouTube? Oui, C'est ça? OK. exactement. Et du coup, c'est bon, forcément, du coup, c'est brandé SEMrush et puis, en plus, vu que c'est des conseils SEO, ça fait un peu placement de produit dans le sens où ce qui va, démontrer, c'est illustré par, l'utilisation de l'outil, en fait? Exactement. Donc, du OK. coup, pour nous, ce qui est intéressant, c'est les agences, c'est aussi un segment très intéressant pour SEMrush. Et du coup, bah, Dimitri, qui est fondateur et créateur d'une agence, justement, peut expliquer comment il utilise SEMrush pour lui, pour positionner son agence et référencer son agence, mais aussi comment il utilise son agence pour ses clients SEMrush. Pour Ouais. ses clients, pardon, comment il utilise SEMrush pour ses clients. Et du coup, c'est quelque chose que pour nous, bah, c'est du win-win pour tout le monde, en Mmh. fait. Ouais, puis j'allais dire, en plus, c'est assez soft, enfin, je veux dire, tu pourrais le faire en mode de sponsoring, enfin, c'est un peu bête, mais si tu as un contenu qui explique comment tu fais une étude de mots-clés et puis que du coup, dans toute la vidéo, tu vois que ça se passe dans SEMrush, enfin, je veux dire, la promotion de l'outil, elle est naturelle, en fait. Oui, exactement. Mmh. Non, c'est ce qu'on évite de faire, c'est des vidéos qui sont que sur l'outil. L'idée, Oui, c'est oui. bien sûr, c'est quoi ajouter un contexte, une expertise et un sujet. Et après, c'est l'application de ce sujet dans SEMrush. Et c'est ce que justement on est en train de faire avec quelques autres collaborateurs. On a Sonia Bérou, qui a aussi une agence SEO au Canada, qui nous a fait une super vidéo sur, par exemple, le SEO dans le e-commerce. Et du coup, bah là, on parle d'e-commerce, on parle de l'analyse des mots-clés pour des e-commerce, on parle et vraiment, on rentre dans une niche qui est super intéressante. Et c'est quelque chose qui a très, très bien marché aussi. OK. Mais du coup, ce que je te propose, c'est qu'on conclue un petit peu la première partie là, en disant, en résumant notre échange, s'il y avait un conseil que tu voudrais retenir justement par rapport à ce sujet-là quand on veut l'aborder pour la première fois, et qu'est-ce que tu mettrais en avant? En fait, c'est quelque chose que j'ai bien lu la question et je m'étais un petit peu préparée parce que c'est un post LinkedIn que je voulais faire bientôt. Mais il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez Alice DeCourcy de Cognism. Ouais. Sinon, elle a un super podcast en anglais sur justement son parcours comme CMO. Et justement, j'ai écouté son épisode l'autre jour et ça m'a vraiment touché ce qu'elle a dit. C'est elle parlait qu'en fait, même si on est des marques B2B, on fait du marketing B2C parce qu'on parle aux humains. Et c'est quelque chose que je voulais un peu retenir, c'est en fait, c'est l'humanisation des marques B2B à travers les personnes. Je pense que c'est le plus important et c'est à travers de ces partenariats longue durée que je pense on peut atteindre un peu ces objectifs. Donc, pour moi, c'était un petit peu ça. C'était de se rappeler que même si on est des marques B2B, on fait du business à des entreprises. Ceux qui prennent les décisions, c'est des humains. Donc, il faut les traiter comme si c'est du B2C. Très cool. Effectivement, à la fin, on parle aux humains. Super. Bah, écoute, merci en tout cas, Julie, pour ces insights et puis ton retour d'expérience. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.